Bonjour. Bonjour, bonne journée, bon dimanche. Je voudrais commencer par vous dire que je tire la plupart des informations que je vais vous donner des travaux de la très regrettée Judith Reisman, dont je vous ai déjà parlé. Judith Reisman est cette femme d'exception qui nous a quittés voilà à peu près 18 mois et qui a consacré 40 ans de sa vie à lutter contre la sexualisation des enfants et les rapports Kinsey. Donc les informations, la plupart des informations dont je vais vous entretenir ici, je les ai tirées de son site, l'excellent site pour la protection des enfants. En octobre 2017, le FBI affirmait que les abus sexuels sur les enfants avaient atteint un niveau épidémique et que des dizaines de milliers d'enfants seraient exploités sexuellement dans le pays chaque année. Je cite, « Le niveau de pédophilie est actuellement sans précédent ». Qu'est donc devenue l'Amérique pudique et même pudibonde de l'après-guerre? C'est une chute, et cette chute a une histoire. D'après la loi américaine, la diffusion de supports obscènes n'est pas protégée par le premier amendement à la Constitution qui garantit l'entière liberté d'expression. Quand on veut dire ce qu'on veut dire aux États-Unis, on fait appel au premier amendement. Or, le premier amendement ne protège pas l'obscénité. Toute personne est libre de faire ce qu'elle veut chez elle et les États ne s'en mêlent pas. Ça n'est pas une intrusion dans les foyers. Hein. Mais ce n'est donc pas la possession de matériel obscène qui est en cause. La loi n'intervient que pour ce qui concerne la diffusion, la vente et la production de matériel obscène. Alors, définition de ce qui est obscène, c'est ce qui choque la pudeur et qui est calculé pour exciter les pulsions sexuelles. On a un autre mot pour ça, on dit pornographie. La définition légale de l'obscénité reflète l'opinion selon laquelle les documents sexuellement explicites sont dangereux pour tous, mais en particulier pour les jeunes. Or, en 1957, un juge a estimé que des découvertes scientifiques récentes pouvaient permettre de modifier la loi. 44 États ont considéré que si le matériel dit obscène est utilisé à des fins éducatives, scientifiques ou artistiques, des exemptions à ces interdictions devaient être accordées. C'est ce qu'on appelle en anglais des exemptions d'obscénité, ce qui ne veut rien dire en français, qu'on appellera ici pour la facilité des exemptions éducatives à la loi sur l'obscénité. Ces exemptions concernaient également la diffusion des mêmes matériaux à des fins non lucratives par des jeunes de moins de 21 ans en direction d'autres jeunes n'ayant pas plus de 5 ans de moins qu'eux. On n'allait quand même pas brider la sexualité des adolescents, n'est-ce pas? En d'autres termes, la circulation de matériel obscène est rigoureusement interdite, sauf à l'école et entre jeunes. Et c'est la loi. La loi américaine dit clairement que les enfants doivent être particulièrement protégés. C'est donc contradictoire. Mais la nouvelle loi laisse la porte ouverte à l'exemption à cette loi sur l'obscénité pour quiconque revendique un usage éducatif, à savoir les écoles, les bibliothèques, les clubs, tout ce qui a prétention éducative. Alors si vous craignez le pire, il est là. À la source de cette révolution, on a les deux rapports Kinsey. Alfred Kinsey, entomologiste, spécialiste des guêpes, devenu spécialiste mondial du sexe, prétend à une approche scientifique de la sexualité. Il a publié deux rapports, l'un en 1948 et l'autre en 1953, le premier sur la sexualité des hommes et le deuxième sur celle des femmes. Il affirme que tout ce qui est considéré comme répréhensible par la morale publique est en fait largement pratiqué par la majorité de la population. Il dit par exemple que l'homosexualité toucherait plus d'un tiers des hommes au moins pendant une période de leur vie, c'est-à-dire plus d'un tiers des hommes dans l'absolu, au moins une fois. Des études ont prouvé, dit-il, que de très jeunes enfants et même des bébés étaient capables d'orgasmes multiples, battant en brèche l'affirmation selon laquelle la sexualité ne concernait pas les enfants. Il sera prouvé, et Judith Reisman y est pour beaucoup, que les expériences menées par Kinsey étaient criminelles et frauduleuses. Concernant les enfants, il a fait pratiquer sur des centaines d'enfants des sévices par un pédophile nommé Rex King,
Et il s'est servi des journaux intimes d'un pédophile nazi qui pratiquait dans un camp de concentration nazi en Pologne. Il correspondait avec lui pendant toute la guerre. Alfred Kinsey, prédateur sexuel, sadique, masochiste, masturbateur compulsif, escroc stipendié par l'Institut Rockefeller, protégé par la CIA, a fait violer des centaines d'enfants et affirmé, et là excusez-moi j'ai le cœur qui bat, que leurs pleurs, hurlements, évanouissements, convulsions étaient autant d'orgasmes et que les troubles qu'on décèle chez les enfants ayant eu très jeunes des relations avec des adultes sont dus à l'attitude hystérique de leurs parents. C'est lui qui assure, et c'est repris partout, que les enfants sont sexuels dès la naissance et que toute forme d'activité sexuelle infantile est normale et inoffensive. C'est le rapport Kinsey qui a fait réviser le code pénal américain, dans le sens que je vous ai dit. Toutes les lois touchant à la délinquance sexuelle devaient être révisées puisque, selon Kinsey, si on faisait un nettoyage sérieux, il faudrait mettre en prison 95% de la population masculine. Tout le monde couche avec tout le monde, la sodomie est banale, même la bestialité est chose courante et tout le monde va bien. Autant de mensonges. Kinsey et ses partisans ont assuré qu'il fallait revoir la morale, ils l'ont renversée et on a modifié le code pénal. Avec la très active participation de Kinsey et de ses sbires et du planning familial, en anglais Planned Parenthood, on a révisé le code pénal pour décriminaliser absolument tout ce qui touche au sexe, y compris bien sûr le sexe avec les enfants. Le groupe pour l'avancement de la psychiatrie, le GAP, a affirmé que, je cite, alors de GAP ce sont des psychiatres, hein, c'est en qualité de psychiatres qu'ils se sont exprimés. Ils ont affirmé que dès l'âge de 7 ans, les enfants ont les capacités pour accepter la responsabilité d'un rapport sexuel avec un adulte. 7 ans. Et il n'y aurait aucun préjudice à l'activité sexuelle chez les enfants si c'est consensuel, et un enfant, n'oublions pas, peut être aussi bien séducteur que séduit. Monsieur le juge, c'est sale gosse qui m'a cherché. C'est la négation de l'enfance. C'est cette vision du monde qui a permis ces exemptions à la loi sur l'obscénité dans des dizaines d'États américains. Par l'intermédiaire de Kinsey, la sexologie est devenue une science, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais été et ce qu'elle ne sera pas. Alors je n'y connais rien en science, mais j'ai compris ce que c'est que la sexologie. La sexologie est avant tout une escroquerie. C'est une escroquerie qui fonctionne encore et qui fonctionne de plus en plus. Kinsey a insisté pour que la morale ne serve pas de base à l'éducation sexuelle des enfants. Il faut la science. Pour que cette éducation la plus explicite possible, il y tient, commence dès le plus jeune âge, il faut qu'elle soit faite à l'école. Dès 1964, l'ONU s'en est mêlée pour dire que l'éducation sexuelle était nécessaire dès le plus jeune âge. Pour éviter la dérive commerciale, il faut que ce soit l'école qui s'en charge. Il faut éduquer les garçons et les filles ensemble. Mixité, mixité. Il faut une éducation anti-dogmatique, c'est-à-dire absolument exempte de toute morale. Le sexe se passera désormais de la morale. On a fondé à cette époque-là le CIECUS, qui est l'acronyme anglais de Conseil d'information et d'éducation sexuelle des États-Unis, avec l'Institut Kinsey à la manœuvre, en relation avec le planning familial, le tout soutenu par l'université. Le but déclaré était de remplacer l'instruction parentale en matière de sexualité et de dissocier le sexe de la morale. Comment fait-on pour éduquer sans morale ? Et comment exclure la morale d'une activité qui inclut obligatoirement l'autre ? J'appelle ça le diable. Ils disent eux-mêmes, et ils s'en sont vantés, c'est comme de diffuser une nouvelle religion, la religion du sexe. Ils ont décrété qu'il fallait d'abord convertir les adultes. Ils ont créé un institut de formation d'éducateurs sexuels. On a des témoignages sur ce qui s'y déroule.
En 1980, déjà 100 000 éducateurs et instructeurs sexuels avaient été formés, des gens habilités à fournir aux enfants les matériels disponibles grâce aux exemptions à la loi sur l'obscénité. Dans les centres de formation de ces éducateurs sexuels, on abreuvait les étudiants de films pornographiques à haute dose, paraît-il sur écran multiple pendant des heures et des heures. Ils sortaient moitié fous. À la fin d'un week-end, un étudiant a témoigné qu'il était totalement confus, qu'il avait perdu tous ses repères. À aucun moment a-t-il fait remarquer, pendant tout le week-end, le mot amour n'avait été prononcé. On a totalement dissocié le sexe de l'amour. Et il affirme qu'on a fait venir des prostituées pour les travaux pratiques. Fallait bien. Le but de ces formations est de totalement en arriver à supplanter les parents qui, écoutez bien, risquent de perturber et même supprimer l'expression sexuelle des enfants. Les parents, voilà l'ennemi. Il est ciblé. Dès 1958, une première expérience de cette nouvelle éducation a été faite à Washington, devinez où, dans les quartiers déshérités noirs. Ah. On n'allait pas commencer par les beaux quartiers. Malgré la résistance des conseils scolaires et des parents, on a imposé de montrer aux enfants à partir de 3 ans des accouplements d'animaux et des dessins animés montrant une copulation humaine en détail et en gros plan. À partir de cette expérience rendue possible par l'exemption éducative à la loi sur l'obscénité, le programme s'est répandu dans tout le pays avec le but avoué d'arracher l'enseignement de la sexualité aux adultes, aux parents, pardon. Afin de réduire l'ignorance et la confusion et contribuer à une conception saine de la sexualité, désormais, tout est permis. Films pornographiques, cours de vagabondage sans limite, dessins animés montrant des enfants se masturbant avec le commentaire que c'est normal même si papa et maman disent le contraire. Ce qui n'est pas expliqué en cours est disponible à la bibliothèque, qui montre des livres expliquant des orgies monstrueuses impliquant de très jeunes enfants. C'est-à-dire qu'admettons, le gosse n'a pas participé au cours, il va retrouver l'intégralité à la bibliothèque, en libre accès. Bientôt, événement surprise pour tout le monde dans le cadre de l'école, y compris les tout-petits, d'une drag queen monstrueuse qui se déshabille, se tortille en string et fait de la gymnastique avec sa langue en écartant les jambes. À l'école, on a organisé une fête où toute la décoration était faite de bougies pénis et de vagins en sucette avec le concours récompensé par des godemichés, le tout à partir de 11 ans. Je ne vous raconte pas le projet, je vous raconte les faits. Des parents indignés sont priés de se taire ou d'aller se faire soigner. On ne leur a rien demandé. De toute façon, tout cela est disponible en un clic sur le net et en vente libre, à savoir des accessoires sadomaso, des vibromasseurs, etc., avec force détail sur l'art et la manière de tout pratiquer seul, à deux ou en groupe. La loi d'exemption éducative a rendu possible dans les écoles et les bibliothèques tout ce qui est interdit par ailleurs. Les enfants sont traumatisés non seulement par ce qu'ils voient et entendent, mais également par la dissonance que cela procure par rapport à ce qu'ils entendent à la maison. Aucune famille ne dispense spontanément ces valeurs-là à ses enfants. Les enfants sont déchirés et traumatisés, ils subissent des dommages irréparables. Et à ce titre, ils deviennent à leur tour prédateurs. Je vais vous raconter un cas. C'est le cas de Judith elle-même. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans ce combat. Un jour, elle s'est rendue compte que sa fille, qui avait 11 ans, 10 ans, sa petite Jenny, allait très mal et sombrait dans la dépression. Elle a pressé sa petite fille de questions. « Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maman, je peux pas, maman, je peux pas. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. » Jusqu'à ce que la petite lui avoue qu'elle était violée régulièrement par le voisin du dessus, qui avait 13 ans. C'est-à-dire que Judith est rentrée dans ce monde d'horreur, dans sa chair, en comprenant que des enfants violaient des enfants et que le voisin du dessus, dont le père avait à la maison la collection complète de Playboy sur sa table de nuit, dont le voisin du dessus était l'un des acteurs, non seulement sur sa fille, mais sur d'autres enfants de l'immeuble. Elle a été obligée de jurer à la petite qu'elle ne dirait rien à la police, sinon la petite n'aurait rien dit. Elle a fait mieux que de dire à la police, elle l'a dit à tout le monde, elle l'a dit à la terre entière. Et c'est comme ça que Judith a décidé d'aller chercher la vérité.
Elle a découvert l'imposture Kinsey, l'imposture de l'ensemble, parce qu'elle était totalement désorientée. Je veux dire, apprendre d'un coup ce que c'est que la pédocriminalité et d'apprendre que ça concerne les enfants entre eux, c'était trop. Et en désespoir, elle a téléphoné à une de ses amies de fac, elle avait une jeune trentaine à l'époque, pour lui raconter ce qui s'était passé. Et sa copine lui dit mais ma chérie, enfin tu sais bien que peut-être que ta petite Jenny, elle l'a cherché, tu sais les enfants sont sexuels dès la naissance. Alors elle a explosé, elle dit t'es pas bien? Pas ma fille en tout cas, non mais ça va pas. Qu'est-ce que tu racontes? Indignée, elle téléphone à une vieille tante qui habitait de l'autre côté de l'Amérique, mais alors de l'autre côté, sur la côte ouest. Et elle lui raconte, et texto, sa tante lui dit « Mais ma chérie, tu sais très bien que les enfants sont sexuels dès la naissance, peut-être que ta petite Jenny l'a cherché. » Elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Deux femmes de deux générations différentes, éloignées par plusieurs milliers de kilomètres, qui ne se sont jamais rencontrées, qui tiennent exactement le même langage. Et c'est là qu'elle a découvert le poteau rose. C'est là qu'elle a découvert. Et ce qu'elle a découvert, c'est ce que je viens de vous raconter. Eh bien, la petite Jenny s'est suicidée à 23 ans. Des recherches sur le cerveau montrent que le cerveau d'un humain n'atteint sa maturité qu'après 20 ans. Après 20 ans. Tout ce qui est introduit avant ne peut être assimilé avec recul. C'est-à-dire que la majorité à 25 ans, qui était la norme les siècles qui nous ont précédés, est-ce que c'était si absurde? Alors on a dit que la majorité à 25 ans c'était une horreur que, peut-être, ou peut-être pas. Et le droit de vote à 18 ans, ça sert à qui et à quoi? Pourquoi passe-t-on son temps à descendre les seuils de responsabilité pour les jeunes? C'est parce qu'on sait que les jeunes sont malléables jusqu'à au moins 20 ans, parce que leur cerveau n'est pas prêt. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à alimenter la notion de droit de l'enfant, qui est une horreur absolue. Le droit de l'enfant ne peut pas exister. Le droit des jeunes, consiste uniquement le droit d'échapper à la tutelle parentale, qui est la seule autorité légitime pour la protection des jeunes. Si ce n'est pas papa qui vous protège, ce sera qui? La société prédatrice? Allons donc. Figurez-vous que tous les professionnels confrontés à des images obscènes et violentes, comme des policiers ou du personnel médical, ont droit à des formations et à des soutiens spéciaux pour les aider à surmonter les traumatismes que cela génère. Rien de tel pour les enfants. On leur assène crûment des images qu'on protège les adultes, contre lesquelles on protège les adultes. Les parents sont priés de rester à la porte de tous les cours d'éducation sexuelle. Ce qui se passe à l'intérieur ne les regarde pas. Alors sachez tous ici qui avez soit des enfants, soit des petits-enfants, que ce qui se passe à l'école en matière sexuelle ne vous regarde pas. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ces programmes, j'ai fait un livre là-dessus. Les droits sexuels. Vous savez ce que c'est le droit sexuel? C'est le droit de jouir sans entrave, sans distinction de race, de sexe ou d'âge. C'est-à-dire que les droits sexuels s'appliquent aux enfants sans distinction d'âge. Alors, voir les programmes de l'UNESCO et de l'OMS et autres sur les droits sexuels, la santé sexuelle et l'éducation à l'heure actuelle à la sexualité. Vous entendez, on n'éduque plus. On ne fait plus une éducation sexuelle qui impliquerait qu'on va parler reproduction, mais à la sexualité, on a laissé tomber la reproduction, puisque l'avortement est là pour vous en passer, et on va éduquer les enfants à toutes les pratiques susceptibles de les exciter et de leur procurer ce qu'ils appellent des orgasmes. Alors, j'ai tout étudié, j'ai regardé les programmes de l'UNESCO, les programmes de l'ONU, les programmes de l'Europe, les programmes absolument partout. Ils disent tous la même chose et c'est du Kinsey. Ces contenus brisent la confiance dans les valeurs transmises à la maison et dressent méthodiquement et progressivement les enfants contre leurs parents et ce qu'ils représentent. Le simple fait qu'on parle de sexe à l'école dresse vos enfants contre vous, même si ça n'est pas dit. Les enfants deviennent anxieux, confus, silencieux ou surexcités, désorientés, incapables d'apprendre, violents, ingrats, perdus. Le boulevard vers les monstres.
Depuis que le sexe a fait son entrée à l'école, on a une explosion de maladies et de crimes sexuels et de désespoir chez les jeunes. Alors on vous a expliqué qu'il fallait l'éducation sexuelle pour empêcher les grossesses hors mariage. Les grossesses hors mariage ont explosé. La pornographie a explosé. Vous savez, si les jeunes font ce qu'ils veulent, eh bien, il n'y aura plus besoin de pornographie. Il y a de plus en plus de pornographie, mais tenez-vous bien, la pornographie est de plus violente, sadique et meurtrière. Les films pornographiques, maintenant, on tue, on torture. Et c'est toujours plus. Et les enfants ont accès à ça. Les avortements se font en douce à l'infirmerie de l'école. Tenez-vous bien, j'ai trouvé un texte dans lequel on dit que les enfants ont le droit de prévenir leur père et leur mère qu'ils ont avorté. Heureusement encore. Vous imaginez comment on pourrait leur interdire d'en parler à leurs parents? Ça veut dire que ça se fait en douce. J'ai peur d'être enceinte, t'inquiète pas, c'est toi ma cocotte, je te fais une piqûre, ne dis rien à personne. Ah, tu veux le dire à ton papa? Ben tu peux. Allons donc. La gamine, elle va aller raconter ça à papa en revenant. Et maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué, des enfants violent des enfants. Alors écoutez bien, un garçon de 13 ans a témoigné qu'il avait violé sa petite camarade à la sortie d'un cours sur la sexualité. Ah bah, oui, c'est comme ça. On n'avait pas dû bien lui expliquer que c'était pas bien. À mon avis, il y avait une faille dans le discours. Et des jeunes filles se plaignent de la pression qu'on exerce sur elles à l'école pour qu'elles couchent. Comment, t'as pas encore couché? Et elle voudrait attendre l'amour. La quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? L'amour, elle n'est pas bien. De quoi elle parle? En France, c'était il y a 2-3 ans, une petite de 4 ans a subi 2 tournantes, je dis 2 tournantes de la part d'enfants de son âge dans la cour de récréation de l'école maternelle. 2 tournantes. Un homme a été relaxé pour le viol d'une petite de 11 ans réputée consentante. Il a été seulement condamné pour atteinte sexuelle, qui est un nouveau concept flou et vicieux auquel Madame Schiappa tient beaucoup. Une atteinte sexuelle, c'est un rapport obtenu sans violence avec un mineur de 15 ans. Si on lui a tapé dessus, c'est plus grave. Si on l'a juste convaincu, c'est moins grave. Les juges refusent de prendre en compte la sidération et la terreur, et ils ont estimé que la petite, ne s'étant pas débattue et n'ayant pas appelé à l'aide, on pouvait considérer qu'elle était consentante. À 11 ans. La cour d'assises de Seine-et-Marne, c'était encore il y a quelques années, il y a très peu, il y a 2-3 ans, a acquitté un homme de 30 ans qui avait violé une enfant de 11 ans également et l'avait mise enceinte. Alors, je ne suis pas médecin, mais je suis historienne, donc j'ai rencontré à différentes reprises le cas. Une petite fille peut être rendue jeune fille, femme et enceinte d'un seul coup. C'est-à-dire que la défloration d'une petite fille peut déclencher les hormones nécessaires à ce qu'elle tombe enceinte. Et on a des petites filles de 11 ans qui peuvent être enceintes, et même avant. Donc la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté un homme de 30 ans qui avait violé une enfant de 11 ans et l'avait mise enceinte. Comme il n'avait pas été prouvé qu'il y avait eu contrainte, il est ressorti libre. Devant l'indignation des parties civiles, l'avocat de la défense a eu beau jet de répliquer qu'il avait appliqué le droit, et rien que le droit. Eh bien c'est lui qui avait raison, puisque maintenant le droit dit ça. En France, on a refusé de déclarer clairement un âge limite de consentement au-dessous duquel toute relation sexuelle avec un mineur est un crime, quelles que soient les circonstances. Ça consistait à fixer un seuil de consentement en deçà duquel il n'y a plus matière à discussion. Ça a toujours existé, ça n'existe plus. J'ai reçu un message incrédule de Judith Reisman qui m'a dit « Mais enfin Marion, est-ce que c'est vrai que la France vient d'abolir l'âge du consentement ?» Je lui ai dit « Oui, c'est vrai. » Et elle l'avait su comment? Elle ne suit pas la France. Ça a fait les gros titres dans une certaine presse américaine. Ça évolue bien la France. Hein. Marlène Schiappa est très fière d'annoncer que sa loi, votée le 5 août 2018, a renforcé la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La violence sexiste, moi, il y a un truc, ça encore... C'est-à-dire que si un homme tape sur une femme, c'est sexiste. Si une femme tape sur une femme, c'est bon. C'est pas sexiste. Hein? On est d'accord? Sa loi dit, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans,
La contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Alors d'abord c'est très alambiqué, il faut relire 3 fois pour comprendre ce que ça veut dire, mais ce qu'on peut comprendre, et je vous assure que je l'ai relu plus de 3 fois, ça veut dire que si l'enfant a reçu des bonnes leçons de sexe à l'école, on estimera qu'il avait le discernement. Oui ou non? Le discernement c'est quoi? C'est si vous avez les informations. Alors on les abreuve de sexe, puis après on avant-marche, on peut y aller, ils sont prévenus. Désormais, quand un pédophile abusera d'un mineur sans lui taper dessus, ce sera au mineur de prouver qu'il n'était pas d'accord. C'est QFD. Les juges vont devoir trancher entre la parole d'un prédateur présumé innocent ou d'un enfant accusateur présumé consentant, donc menteur. Bon, j'extrapole peut-être un petit peu, mais attendez. Le taux de maladies sexuellement transmissibles, l'autre acception de MST, hein, vous voyez à quoi je fais référence, a littéralement explosé partout dans le monde alors qu'il était censé baisser. La libération sexuelle, ça devait faire reculer les maladies sexuellement transmissibles, puisque les gens sont maintenant prévenus. Il n'y en a jamais eu autant. C'est une explosion. Des jeunes filles sont sujettes à des infections urinaires impossibles à guérir et invalidantes. Elles deviennent stériles. Elles ont 14-15 ans, elles ne feront jamais d'enfants. Presque disparue, la syphilis fait un retour en force. On meurt de la vérole aujourd'hui. Stimulés sexuellement par un véritable harcèlement, les élèves ne peuvent se concentrer ni penser à autre chose. A-t-on remarqué combien d'entre eux ne savent plus lire, ni écrire, ni compter? Interviewé à Bruxelles en 2013, le député britannique Nigel Farage affirme « Il y a 10 ans, quand les États membres ont dû choisir leur commissaire, les Italiens ont porté leur choix sur un conservateur nommé Buttiglione. Il a répondu à plusieurs interviews. Il a dit qu'il pensait qu'en général, il était préférable, tant que les finances le permettaient, que la mère puisse rester à la maison jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'aller à l'école. Ça a été considéré comme épouvantable. Il n'a pas été retenu, il n'est pas devenu commissaire. On a mis quelqu'un d'autre à la place. Une mère élever ses enfants, mais vous êtes fous! C'est là pour la première fois, m'a dit Nigel Farage, que j'ai compris combien ces institutions sont brutalement anti-religieuses et viscéralement anti-famille. Quand on parle de l'Union européenne, on en parle généralement en termes de politique, de souveraineté, d'un manque de démocratie, mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe, qui est une tentative délibérée de détruire nos sociétés, en détruisant les enfants. On dresse les enfants contre leurs parents en les présentant comme leurs ennemis. En Allemagne, des enfants se sont évanouis à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle. En août 2013, l'Allemand Eugen Martens a été arrêté parce que sa fille avait manqué 2 leçons d'éducation sexuelle à l'école primaire. Arrêté et mis en prison. La petite fille est revenue en pleurant et en hurlant. Le père lui a dit « J'interdis que tu retournes au cours ». Il est allé en prison. Et on a dit à sa femme Louise, qui était enceinte, qu'elle irait à son tour, pour purger sa peine, après la naissance de son bébé. Alors bon, les Allemands sont organisés, hein, il y a eu Gesorgte Eltern, parents inquiets, enfin il y a des associations qui se sont créées, et les Allemands sont très au fait de ces choses-là, je veux dire. La résistance s'organise, il ne faut pas s'imaginer que les gens se laissent faire comme ça, mais pour l'instant, ils n'ont pas le dernier mot. Pour l'instant, c'est encore les autorités qui font la loi. Les enlèvements d'enfants à leurs parents sont légion partout, sous des prétextes de plus en plus futiles et odieux. On a vu récemment une famille à qui on a enlevé les 2 enfants, un au sein et l'autre 2 ans de plus, parce qu'ils avaient accouché à la maison. C'est un signe de maltraitance. Donc les gendarmes sont entrés dans ce foyer, ils ont arraché le bébé qui était en train d'être allaité par sa maman, et quand la maman est allée retrouver son bébé pour lui porter le lait qu'elle avait soutiré, on le lui a refusé. Parce que le lait était certainement aussi maltraitant que la maman. Alors l'affaire s'est bien terminée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mobilisation. Mais ça s'est fait. Des gendarmes ont reçu l'ordre d'un juge d'aller chercher un bébé au sein parce qu'il avait accouché. Sa maman l'avait accouché à la maison. Donc, menace d'une gifle. Alors je savais que ça se passait en Suède. En Suède, on raconte qu'un enfant fait savoir devant témoin que sa maman l'a menacé d'une gifle, hop, on débarque et on enlève le gosse. Eh bien, j'ai eu un témoignage récemment que ça se fait en France.
Un père a menacé d'une gifle son gamin qui est allé le raconter à l'école, on lui a enlevé. La pauvreté est une raison d'enlever les enfants à des parents trop pauvres. Attendez, les droits de l'enfant, c'est quoi? L'enfant, il a droit à être bien nourri, à être bien chauffé, etc. Et si vous ne pouvez pas l'offrir à votre enfant, vous le maltraitez. Les droits de l'enfant justifient qu'on retire les enfants à des parents trop pauvres pour les donner à des familles plus à l'aise, à des couples ou à des pères, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors sur dénonciation calomnieuse, moi j'ai un ami à qui on a retiré son gosse, alors comme il est très versé en droit et que c'est un bon avocat, il vient de le récupérer, mais sous surveillance, et ça a duré des mois, On vous retire votre enfant, mais attendez, pour le bien de l'enfant, on est d'accord, hein, c'est les droits de l'enfant qui jouent là, hein. Attendez, n'allez pas vous imaginer que... Hein, des parents éplorés et désespérés tentent en vain de se faire entendre et exigent qu'on leur rende leurs enfants. Leur autorité a disparu. Regardez comment vous ne pouvez pas vous opposer à la vaccination de vos enfants. C'est pourtant votre autorité qui est en cause là. Les enfants appartiennent à l'État. Alors moi, la première fois que je l'ai trouvé, c'est Danton, hein. C'est la Révolution française. Les enfants appartiennent à l'État. Ça a mis longtemps à rentrer dans les faits, mais là maintenant, ça y est. Les parents sont juste des cochons de payeurs. Alors les parents, ils ont un rôle. Ah, attendez. Dans la Déclaration des droits de l'enfant, le rôle des parents, il est largement expliqué. Hein. Ils sont là pour conseiller. Ils sont là pour écouter leurs conseils. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'ailleurs, les parents sont des cochons de payeurs. Ils sont là pour entretenir les enfants. Ils sont là pour payer. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, partout, les placements en famille d'accueil sont légion. Maintenant, écoutez bien, en Suède, chaque année, entre 15 et 20 000 enfants sont enlevés à leurs parents naturels pour être confiés à des institutions ou des familles d'accueil. La délation est organisée par l'école et l'infirmière ou des intervenants extérieurs viennent mettre les enfants en rond autour d'une table et font parler. Et dès qu'il y a une information intéressante concernant l'attitude des parents à la maison, la police débarque et enlève les enfants. Du genre, ma maman, elle m'a menacé d'une gifle hier. Hop, ton compte est bon. Ton compte est bon. Le soir, l'enfant couche en foyer ou en famille d'accueil. Je vais vous citer le cas d'une famille qui s'appelle la famille Lissov. Ce sont des Russes. Ce sont des Russes qui ont émigré en Suède. Alors pour des raisons un peu bizarres, mais enfin bon, le mirage occidental, c'était il y a quelques années. Et Denis et Tatiana, ils ont 3 filles, dont 2 sont nées en Suède. Donc ils ont voulu aller en Suède, ils sont allés en Suède, pays d'accueil. Et les petites filles nées en Suède sont quand même de nationalité russe. Donc vous avez là une famille de 5 personnes russes. La maman a été hospitalisée. Bon, pourquoi? Peu importe, hein. Elle a été malade, elle a été hospitalisée. Et le soir, en rentrant du travail, le père apprend que les services sociaux ont enlevé les 3 petites filles. Et ils les ont placées, où ça? Dans une famille d'immigrés musulmans qui habitaient à 300 km de là. Ah, 300 km de là. Il n'y en avait pas plus près? Et puis, pourquoi des musulmans? Ah ben, c'est là qu'on va comprendre à quoi sert l'immigration. La justice a décidé que ce serait mieux pour les enfants alors que les petites filles demandaient à corps et à cri à retourner avec leur papa. La raison invoquée, le père n'a pas les moyens de leur garantir suffisamment de confort matériel. Alors on a les moyens de payer des familles d'immigrants, mais on n'a pas les moyens d'aider le père. Vous expliquez quoi là? Il ne faut pas un peu du monde? Selon cette logique, tout enfant pauvre peut être enlevé et remis à une famille riche ou enrichie. Riche ou immigré désireuse de s'enrichir, ça paye. C'est-à-dire que c'est une des activités qu'on va proposer systématiquement aux migrants. Ils arrivent avec leur femme. La femme, qu'est-ce qu'elle sait faire? C'est faire la tambouille pour ses enfants et puis pour un de plus. Et c'est comme ça qu'on retire des enfants de chez nous pour les confier à des migrants auxquels je ne jette pas la pierre, excusez-moi, mais là en l'occurrence, c'est pas eux qui décident. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez d'arriver, on vous dit, vous voulez vous occuper d'un petit enfant, ça va vous rapporter tant par mois? Bah oui. C'est pas eux qu'il faut s'en prendre. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Comment il s'appelle? Denis Lissov. Eh bien, il a pris ses enfants sous le bras à l'occasion d'une visite, et puis il s'est enfui. Il a pris l'avion, il est arrivé à Varsovie. À l'aéroport de Varsovie, il a été interpellé par la police des frontières. La Suède avait déposé plainte contre lui pour enlèvement d'enfants. Ses enfants russes.
Et la police des frontières prétendait les renvoyer en Suède. Le consulat russe et un avocat russe ont plaidé pour eux et Denis Lissov a réussi à garder ses enfants. Bon. Et figurez-vous que pour plaider au tribunal où l'affaire a été jugée, la Suède a envoyé un proche de la famille d'accueil. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas déplacés. Ils avaient là une famille de, je sais pas, d'Algériens, de ce que vous voulez, ou de Turcs, qui avait un copain, il a envoyé le copain, bon bah vas-y, va défendre. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La justice polonaise en a décidé autrement et a laissé les enfants à leur père. Alors je suppose que la mère, en sortant de l'hôpital, elle a rejoint sa famille. Mais vous imaginez la monstruosité? Alors incidemment, depuis que ça s'est passé, ça a viré, la couleur politique de la Suède a basculé. Je crois que ce sont des affreux extrême droite là maintenant, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors est-ce que vous commencez à comprendre à quoi sert la migration de masse? Et comment ça fonctionne? Incidemment. Ça, c'est un ami à moi qui m'avait dit ça il y a de nombreuses années, il y a au moins une quinzaine d'années, que dans tous les convois d'immigrants qui rentrent, il y a des enfants qui disparaissent. Des enfants de migrants. Et je vous assure que les parents migrants qui voient disparaître leurs enfants, ils n'ont personne où aller se plaindre. Alors déjà que les Français de souche, ils ont du mal, mais alors eux, c'est absolument exclu. Les enlèvements d'enfants à leurs parents pour leurs biens ont un précédent en France, avec la fondation en 1656 de l'hôpital général, ancêtre de l'assistance publique. Et ça, c'est là-dessus que j'ai fait mes études d'histoire, et j'ai été motivé à faire mes études d'histoire pour comprendre comment ça se passait effectivement en termes d'enlèvement d'enfants et d'assistance sociale. Et bien j'ai été verni, j'ai trouvé vraiment le poteau rose. Donc, 1656, c'est la fronde, hein, c'est l'issue de la fronde, la France sort d'une guerre civile et les pauvres affluent absolument partout dans les villes. Et il y a depuis au moins une centaine d'années, un problème de mendicité agressive au cœur des villes. Vous savez, la mendicité agressive, c'est les gens qui vous alpaguent, qui se font passer pour écloper alors qu'ils vont très bien, qui vous lâchent pas pour avoir de sous. Et bon, les gens de bien se plaignent, même les gens pas de bien tout le monde se plaint de cette mendicité agressive. Et vous avez des magistrats qui ont inventé un système qui s'appelle l'hôpital général, où ils disent on va régler à la fois le problème de la mendicité agressive puis de la mendicité tout court. La mendicité tout court. Ces gens-là faisaient partie de la Compagnie du Saint-Sacrement dont Molière nous a parlé en dénonçant l'hypocrisie leur hypocrisie dans Tartuffe, mais essentiellement cet hôpital général va être dirigé une fois que la Compagnie du Saint-Sacrement sera dissoute. Ce sont les jansénistes qui vont occuper tous les postes à l'hôpital général. Alors, pour résoudre la mendicité agressive, on prévoit de renfermer tous les mendiants. Renfermer, c'est interner. Hein. Donc on va renfermer tous les mendiants, c'est-à-dire tous les pauvres. Toute personne qui a perdu son autonomie, son outil de travail ou son bien, est obligée, de par la loi, par le code de l'hôpital général, de se laisser enfermer à l'hôpital général, qui est une institution royale, bien sûr, mais de création judiciaire et indépendante. C'est-à-dire que le roi a signé, mais les juges ont mis 30 ans, hein, j'ai lu tout le processus de fabrication, d'élaboration de l'hôpital général. Ils ont mis 30 ans à élaborer des statuts qui font que même le roi n'a pas les moyens d'aller regarder ce qui s'y passe. Alors, c'est une solution de dévots laïques, de juges bigots, prompts à la rébellion et anticléricaux. C'est-à-dire que ce qui caractérise les magistrats du Parlement de Paris à l'origine de la création de l'hôpital général, c'est que ni en matière religieuse, ni en matière politique, ils n'obéissent à personne. Ils sont plus papistes que le pape et plus royalistes que le roi. Et ce qu'on appelle les querelles ecclésiastiques qui vont empoisonner la royauté jusqu'à la Révolution française, c'est eux. Le roi dit « je veux », ils disent « oui, mais majesté, on vous a mal renseigné, nous pouvons respectueusement vous faire comprendre que vous êtes le roi des imbéciles et que c'est nous qui avons raison et vous qui avez tort ». Ça s'est passé comme ça jusqu'à la Révolution. Alors avec des grands salam alek et des ronds de jambes et des protestations de dévouement et de fidélité, c'est une rébellion
constante de la magistrature contre la royauté. Ce sont ces gens, toujours prompts à la rébellion, qui mettent dans le registre toutes les décisions royales, puisque quand le roi prend une décision, la décision pour être valide, enfin pour être divulguée, pour être diffusée dans le royaume, doit être mise dans les registres du Parlement de Paris d'abord, et ensuite des différents parlements de province. Donc ce sont ces juges qui ont une importance, on ne peut pas dire capitale, mais très très grande dans le royaume, qui ne veulent jamais obéir et qui ont décidé et obtenu du roi, alors pour des raisons politiques qu'on peut expliquer, je veux dire au lendemain de la Fronde, la France relève d'une guerre civile, les magistrats disent « Majesté, nous on peut régler le problème de la mendicité agressive dans les villes, ou de la mendicité tout court ». Le roi, il a certainement lu le truc et puis il a dit « Bon, ben, c'est bon » et il a signé. Voilà, il a signé et l'hôpital général a été créé à ce moment-là. C'est une institution dans laquelle les pauvres sont obligés de se faire enfermer. Et à peine passent-ils la porte, on sépare les femmes des maris et les mères des enfants. L'hôpital général, c'est les hommes à Bicêtre sur Paris, après ça sera généralisé à toute la France, les hommes à Bicêtre, les femmes à la Salpêtrière, les petits garçons à la Pitié. Vous êtes pauvres, vous n'avez plus le droit de vivre ensemble. Alors il y a des explications extrêmement bien fournies pour justifier ça. La gueuserie, ça se reproduit de père en fils. La gueuserie, c'est comme ça. Un mendiant, c'est un feignant. Parce que si t'es pas feignant, il travaillerait. Donc, le mauvais exemple du père feignant va passer au fils feignant. Donc, on va séparer. Non, mais vous imaginez. C'est un crève-cœur, c'est une abomination. L'hôpital général, c'est un univers concentrationnaire. Ça prend toutes les caractéristiques du camp de concentration. Alors, la violence, le sadisme et l'exploitation y règnent en maître. On fait travailler les gens sans les payer. Tout ce que l'hôpital général achète, il l'achète hors taxe, parce que le roi accorde des exemptions de taxes surtout, et ils font du trafic, ils revendent des produits qu'ils ont eu hors taxe, ils les revendent plus cher. Enfin, c'est une gabegie, une pillerie perpétuelle. Et malversation, détournement de fonds et violence perpétuelle. Violence perpétuelle, c'est une abomination. Ce qu'on fait au moindre signe de rébellion, c'est une atrocité sans nom. C'est une atrocité sans nom. Et à qui voulez-vous vous plaindre? Une plainte est dirigée à la justice. C'est la justice qui dirige, alors vous faites comment? On va se plaindre des juges aux juges. L'hôpital général a abrité tous les enfants en souffrance. D'après les textes, les administrateurs de l'hôpital général ont tutelle pleine et entière à l'exclusion de tout parent sur tous les enfants qui entrent à l'hôpital général. Vous entrez à l'hôpital général parce que vous êtes pauvre, avec votre enfant à la main, on vous le retire. Vous sortez de l'hôpital, vous ne pouvez pas récupérer votre gosse, il ne vous appartient plus. Son tuteur, c'est le magistrat qui l'a fait rentrer. Un arrêt du Parlement fait défense, tenez-vous bien, d'imprimer aucune chose concernant l'hôpital général sans l'ordre écrit des directeurs. C'est comme ça que Diderot a pu écrire l'encyclopédie pendant l'affaire de l'hôpital général dont je vais toucher un mot. Il y a eu une affaire absolument qui a secoué le royaume. Diderot, qui écrivait l'encyclopédie, n'a pas écrit un mot sur l'hôpital général pendant ce temps-là. Alors qu'il faisait un dictionnaire de toutes les institutions, de tout ce qui se passait, de tout ce qui faisait le royaume de France. Mais il n'en avait pas reçu l'ordre écrit de 3 au moins des directeurs. Incidemment, si vous avez accès à l'encyclopédie de Diderot, elle est facile, elle est trouvable en ligne. Moi, au début, j'ai commencé par c'est des gros registres comme ça, par tourner les pages à la bibliothèque municipale, puis un jour j'ai compris, on l'a trouvé en ligne. Si vous cherchez dans l'encyclopédie de Diderot, sur les enfants trouvés, la mendicité, la population, le renfermement, toutes ces entrées-là qui doivent mener à l'hôpital général, il n'y a pas une ligne sur l'hôpital général. Alors qu'au moment où Diderot écrit, ça fait 100 ans que l'institution existe. C'est comme si on faisait au XXe siècle une encyclopédie du XXe siècle dans laquelle on parle de tout, y compris de santé, sans nommer la sécurité sociale. Vous imaginez? On va parler des hôpitaux, mais pas de la sécurité sociale.
Donc la dénonciation de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital général est impossible et le crime même est impossible à connaître. Parce que si vous rentrez à l'hôpital général, que vous en êtes sorti, que vous voulez parler de ce qui se passe, qui est-ce qui va vous écouter? Vous avez contre vous toute la justice. Et institutionnellement. Les juges sont institutionnellement les responsables de ce qui se passe à l'hôpital général. Alors comment traite-t-on les mères, c'est-à-dire les mères pauvres, hein? On enlève aux mères les nourrissons qui naissent à l'hôpital. Vous avez quelquefois des femmes qui arrivent à l'hôpital enceintes. Elles vont donc accoucher à l'hôpital. À Paris, c'est à la Salpêtrière. Eh bien, on leur enlève l'enfant du ventre et on va l'envoyer à Paris chercher une nourrice qui manque déjà pour le commun des mortels. C'est-à-dire que la femme qui vient d'accoucher a tout ce qu'il faut pour nourrir son gosse, on lui retire et on va envoyer le gosse à Paris disputer aux autres gosses indigents les trop rares nourrices. Si c'est pas du sadisme, c'est quoi? C'est quoi? On entendait de Paris les hurlements de la Salpêtrière. C'était pas tout le temps, c'était parfois, c'est plusieurs mémorialistes qui ont raconté ça. Il arrivait que Paris se réveille au milieu de la nuit par le hurlement de la Salpêtrière. La Salpêtrière, elle est sur les bords de la Seine, à la gare d'Austerlitz, hein, l'équivalent de la gare d'Austerlitz. Donc Paris n'était pas plus grand que ça à l'époque. Et quand les femmes, quelquefois de la prison, se mettaient à pleurer, à hurler, c'était repris par tout l'hôpital. Toutes les femmes se réveillaient en même temps, elles hurlaient et ça réveillait Paris. C'était le hurlement des femmes pauvres de Paris. Et alors ces gens-là disent qu'ils sont là pour aider les pauvres. Hein. Résoudre la mendicité, c'est sauver les âmes des pauvres. Alors ils voulaient leur sauver leurs âmes. Hein. Oui, vous savez, à l'époque de la Fronde, il y avait un monsieur très bien qui a su faire beaucoup de bien aux pauvres, ça s'appelait monsieur Vincent. Le futur Saint Vincent de Paul, il a été très très actif pendant la Fronde. Mais lui, il ne voulait pas corriger les pauvres, il voulait juste les aider, tandis qu'eux, ils veulent les corriger. Ils veulent les corriger, c'est pour ça qu'ils les séparent. Ils estiment que plus ils souffriront et plus ils auront une chance d'atteindre le ciel, parce que les gueux, ça ne peut pas atteindre le ciel, vous êtes d'accord, puisque c'est des gueux. Donc, je peux vous donner plusieurs exemples. Une certaine demoiselle, Beauchamp, elle a abandonné son enfant à la naissance parce qu'elle était trop pauvre. Alors, incidemment, le prix du blé est en corrélation directe avec le nombre d'abandons. C'est une courbe comme ça qui monte. Le blé monte, le blé descend, les abandons montent, les abandons descendent. C'est-à-dire que les abandons sont toujours des abandons de misère. Ce n'est pas des abandons de débauche, comme on nous le prétend, puisque ça va avec le prix du blé. Donc une demoiselle Beauchamp a abandonné son enfant à la naissance. Et moi j'ai lu, parce que je suis allé aux archives vraiment au plus profond que je pouvais, les billets qu'on trouvait attachés avec une épingle au linge des enfants abandonnés. Prenez-en bien soin, il s'appelle Louis, je l'ai baptisé tel jour, je le reprendrai dès que je pourrai, etc., etc. Ce sont des appels à l'aide, ce ne sont pas des abandons. Ce sont des mères qui confient leur enfant à l'institution qu'elles croient bienveillante, qu'elles espèrent bienveillante. Et bien quand la demoiselle Beauchamp est allée retrouver son enfant, parce qu'elle allait mieux, eh ben on lui a refusé. Bah là, vous étiez où? On ne l'y a pas rendu. Marie-Angélique Coupé, elle a confié sa fille à une nourrice. Et elle allait la voir régulièrement. Puis un jour, la nourrice, elle est arrivée, la nourrice lui a dit, ah bah non, l'enfant il est parti. Par qui? L'institution en charge des enfants. On a retiré l'enfant à la nourrice pour que la mère ne puisse pas le reprendre. Que fait-on de ces enfants? Des enfants qui rentrent à l'hôpital général, qu'est-ce qu'ils deviennent? En principe, ils sont censés grandir là, apprendre un métier et ensuite voler de leurs propres ailes. Le 26 avril 1754, j'ai trouvé un nommé Pierre, âgé de 6 ans, qui avait été trouvé exposé à la porte de l'Hôtel-Dieu d'Auxerre. Alors, Auxerre, c'est chez moi ça. On l'a trouvé exposé à Auxerre et il se retrouve à la Salpêtrière. Je croyais qu'on envoyait des enfants à la campagne pour trouver des nourrices, et là c'est un gosse qui a... On a 3 km à faire pour trouver une ferme, et on l'envoie à Paris. On peut savoir pourquoi faire? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai trouvé les registres d'envoi d'enfants exposés à Auxerre, envoyés à Paris, où ils seront tous morts dans les 3 mois. Je ne sais pas pourquoi, je le suppose. Donc, le 24 avril 1654, il avait été trouvé exposé et entré à la Salpêtrière 4 jours plus tôt. Ce jour-là, il sort. Alors, attendez. Il a 6 ans
4 jours plus tôt, il est arrivé à la Salpêtrière et il sort. Il sort où? C'est pas marqué. Il va où? C'est pas marqué. Et vous savez ce qui est spécifié sur ce petit Pierre? Il est muet, imbécile et paralytique. Attendez. Muet et imbécile, ça veut dire simplement sourd-muet pour des gens qui n'ont rien compris. Parce qu'un gosse qui est sourd, il est forcément muet, si on ne l'a jamais stimulé, il a l'air complètement idiot, il est juste sourd. Et en plus, il est paralytique. Et il sort seul. Peut savoir où il va, ce gamin. Vous pouvez imaginer le pire, il n'y a pas d'autre solution que le pire. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qui est venu le chercher? Et qui avait suffisamment de pouvoir pour qu'on lui donne un gosse à la sortie? Parce que vous avez vu que ces messieurs du Parlement, ils surveillaient ça de très près. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit Pierre? J'ai fait une étude poussée, dans les moindres détails, portant sur 10 ans, 1747-1757, qui m'a montré que des milliers et des milliers d'enfants disparaissaient des registres et partaient pour un inconnu inconcevable. Il n'y avait plus d'autre instance que l'hôpital général qui ait le droit de s'occuper des enfants en souffrance. C'est-à-dire les orphelins ou les enfants trop pauvres, les enfants perdus. Il n'y avait plus aucune autre institution, aucun prêtre, aucune communauté religieuse, aucune communauté catholique n'avait le droit de s'occuper des enfants que l'hôpital général. Que l'hôpital général. Donc ces enfants ne peuvent aller nulle part. Alors ils vont où? On peut savoir? On peut savoir où ils vont? Non, on ne saura pas. Mais moi j'ai le nom, le prénom, la date d'entrée, la date de sortie, le matricule de minimum 2000 gosses. Ils sont tous immatriculés, on peut les suivre à la trace. S'ils ont été au Canada, c'est marqué sur un rôle d'embarquement quelque part. Et de débarquement. Ces enfants sont allés quelque part. Est-ce que vous avez une autre hypothèse concernant leur dessein que celui du pédosatanisme? Parce que si vous avez quelque chose, je prends. J'ai pas trouvé. Vous savez que le siècle des Lumières, on dit aussi le siècle du libertinage. Vous savez tout ce qui a été écrit sur les joies de l'orgie. Il y a un auteur, qui était un ami de Voltaire, je crois, qui a expliqué, alors en termes fleuris, que s'il n'avait pas un petit garçon, une petite fille, auprès de qui faire la grosse commission, si vous voyez ce que je veux dire, il serait obligé de s'attaquer aux enfants de ses parents et amis. Donc, le mieux, c'était d'en trouver. On en trouve où, à votre avis? Ça, c'est les Lumières. Lumière égale libertinage. Dernière minute. L'information m'est tombée avant-hier. Avant-avant-hier. Du Canada, le 1er novembre 2022, on a annoncé que l'euthanasie des enfants dépressifs allait être autorisée derrière le dos des parents. Souvenez-vous, la dissonance créée par le déchaînement pornographique à l'école, opposée aux valeurs parentales, crée chez les jeunes des états dépressifs. On vient de trouver un nouveau moyen de réduire la population en surnombre. Deuxième dernière nouvelle, cela je l'ai eu hier. On a sorti pour Noël une poupée Barbie avec bâillon, menottes, chaîne, godemiché et petit nounours accessoires qui représentent certainement un petit enfant parce qu'ils n'ont pas osé aller aussi loin. Désormais, Barbie est entrée dans les cours d'éducation à la sexualité par l'abjection du sadomasochisme. La sexologie s'est développée en France après mai 68. Moi j'avais 18 ans en 68, donc je m'en souviens très très bien. À l'automne 68 à Paris, une conférence d'éducation sexuelle a été donnée par Gilbert Torgman. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Il était conférencier gynécologue et il deviendra le pape de la sexologie française. Je pense que son ambition, je ne peux pas vraiment à sa place, mais ça se comprend comme ça, c'était de devenir le Kinsey français, le pape de la sexologie en France. Alors il se présentait comme un conseiller bienveillant qu'on pouvait aller voir. Alors il vient faire une conférence d'éducation sexuelle à l'école, tout le monde était là, enfin tout le lycée, à partir de la seconde, on était tous là, on était fascinés. Attendez, on allait nous parler sexe, nous on tombait des nues. C'était pas seulement autorisé, c'était conseillé. Alors on s'est tous précipités, puis même qu'on ne serait pas précipité, il y avait un sens unique pour y aller, on a vidé les classes, tout le monde y est allé.
Donc il se présentait, alors il était extrêmement doucereux, chatmite, enfin il se présentait comme le bon papa. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Alors, moi j'avais pas de problème sexuel à 18 ans, hein, c'est venu après. Hein. Bon. Donc j'avais des gros problèmes à la maison, avec mon père qui me... Enfin bon, peu importe. Et je suis allé le voir, mais pas du tout pour parler sexe. Hein. J'avais pas de problème sexuel, j'étais vierge et j'entendais le rester. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai cru, parce qu'il s'est présenté comme ça, qu'il pouvait être un conseiller protecteur. Bah il m'a sauté dessus. Bah oui. Il m'a sauté dessus. Ben, toute duduche que j'étais, je ne me suis pas laissé faire, figurez-vous. Alors, je l'ai repoussé, parce que j'ai la taille. Bim. Je suis allé lui faire la morale. Alors, c'est rigolo, parce que j'avais un amoureux. Mais oui, vierge et avec un amoureux, parfaitement. Oui, ça se faisait encore à l'époque. Ça n'a pas duré, mais ça se faisait encore à l'époque. On y a passé une savonnée, mais une avoinée, vous ne pouvez pas savoir. Il était tout confus. Il regardait ses pieds. Mon amoureux, il me faisait 1m90. C'était une belle baraque. Et on lui a mis la honte de sa vie. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dénoncer partout. Je suis allé, alors j'ai commencé par ma mère, qui en a parlé à mon père, qui en a parlé aux réunions de parents d'élèves. Ensuite, je suis allé voir la directrice de mon lycée. Je ne me suis pas dégonflé. Madame Cri, elle s'appelait. Elle était très bien. C'était vraiment une dame très bien. Elle habitait au-dessus du... Enfin, elle habitait là, quoi. J'ai téléphoné, je lui ai dit, je m'appelle Marion Sigaud, je suis en terminale T, machin chouette, je voudrais vous parler. Ben, elle me dit, venez. Et je lui ai raconté, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça alors, mais ma fille est allée le voir, elle est revenue, elle faisait une drôle de tête. Ben, elle avait compris. Alors après, j'ai enquêté auprès des copines. Il y en a même, elle est sortie de là, elle était amoureuse, enfin bon, il a essayé avec toutes. C'est un prédateur. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée encore plus loin. Ma mère, elle n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, elle m'avait dit que la directrice du planning familial s'appelait Madame Boutet de Monvel. Ah ben j'ai trouvé le numéro du planning familial dans l'annuaire, j'ai téléphoné, j'ai demandé à Madame Boutet de Monvel et je l'ai eu. Vous avez 18 ans? Qu'est-ce qui vous amène, jeune fille? Ben voilà, gna. Alors je dis, je vous signale que je suis allé voir ce monsieur, pas pour des problèmes sexuels que je n'avais pas, mais parce que j'avais des gros problèmes à la maison, et quand il a entendu mes gros problèmes, il m'a sauté dessus. Ça veut dire qu'il savait que j'étais en position de faiblesse, donc c'est odieux sur toute la ligne, quoi. C'était un prédateur. Donc une fois avoir prévenu tout le monde, je n'ai fait de loin que de constater la brillante carrière qu'il a faite. Personne ne l'a arrêté, personne. Eh bien, figurez-vous que en 2008, il est tombé pour viol. Il y a 50 plaintes pour viol contre le docteur Torgman. Et il avait la même tête. Ah, je l'ai revu là quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah le salaud. Bah, il avait les cheveux blancs, quoi, puis il était ridé, mais c'était lui, quoi. Il a fait 35 ans de carrière de prédateur, alors qu'ils étaient prévenus à l'Éducation nationale et au planning familial par moi depuis 1968. C'est pas beau, ça? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il faisait confiance au docteur Torgman? Parce que c'était un scientifique à la Kinsey. C'est-à-dire que l'orgasme, ça peut se quantifier scientifiquement. Je vous ai expliqué comment. Non, je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai expliqué comment il quantifiait les orgasmes des enfants, c'est le plus insupportable. Mais il est allé faire parler de leur sexualité. Alors, personne ne peut imaginer que l'Amérique pudibonde de ces années-là allait lâcher des ménagères et des pères de famille pour raconter leurs trucs intimes. C'est faux, c'est bidonné d'emblée, je veux dire. C'est juste pas crédible. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est que c'était pendant la guerre. Donc la plupart des hommes étaient au front. La plupart des hommes en âge d'être des pères de famille vaillants défenseurs de leur progéniture et de leurs femmes, ils étaient au front. Donc il n'y avait pas d'hommes, il était allé en chercher en prison. Alors faire parler de sa sexualité prisonnier entre quatre murs, je ne sais pas si vous imaginez la raison, comment il a pu trouver qu'il y en avait 1 sur 3 qui avait eu des relations homosexuelles. Vous imaginez où il a trouvé ces trucs? Et concernant les femmes, c'est pareil. Les femmes, en l'absence de leur mari, elles ne vont pas aller raconter leur vie. Il est allé chercher des prostituées. Alors pour avoir le nombre d'avortements, attendez, l'infidélité conjugale, il a mélangé des confidences de femmes de son entourage avec des confidences de putains. La fidélité d'une prostituée mélangée avec... Attendez. Alors il atteignait des... Vous vous rendez compte? Et c'est ça le rapport Kinsey. Tout
les programmes d'éducation à la sexualité du monde, qui sont aujourd'hui obligatoires, sont fondés sur ça. Il n'y a pas d'autre source. J'en ai fait là-dedans, j'en ai fait vraiment le détail, quoi. Hein. Je remonte absolument. Tout remonte à Kinsey. Et Judith n'a jamais réussi. Elle avait obtenu du président Reagan une bourse conséquente pour étudier la chose. Elle a été obligée de rendre l'argent. Il y a eu une bronca. Alors tous les lobbies LGBT, je ne vous dis pas, lui sont tombés dessus. Et il y a eu des discussions à la Chambre contre elle, pour dire que c'était une honte, qu'elle remettait en cause de façon absolument odieuse des grands acquis, etc. etc. Ben oui. Moi je lui ai dit, peu avant qu'elle meure, je lui ai dit, elle me dit on a perdu. Je lui ai dit non, non, t'inquiète pas, on va gagner. Ça, alors là c'est sûr. Avec tout le boulot que tu as fait, t'inquiète pas. Donc voilà, l'imposture de la sexologie est maintenant à la vue de tous. Mais rien ne les arrête, c'est-à-dire qu'on sait, ce que sur le docteur Torgman on sait, sur Kinsey on sait, et ça continue, ça continue. Le 23 avril 2014, c'était il n'y a pas longtemps, hein, l'Institut Kinsey pour la recherche sur le sexe, le genre et la reproduction. Le genre, c'est bien ça vous dit quelque chose le genre. Le genre, ça veut dire qu'on peut en changer. Si c'est le sexe, on n'en change pas. Si c'est le genre, on peut en changer. Donc l'Institut Kinsey est à la pointe de la recherche sur le genre. Et la reproduction, alors la reproduction, c'est l'avortement. Il faut comprendre que chez ces gens-là, l'appareil reproductif sert à avorter. Il n'est jamais question de naissance. L'amour, niet. La naissance, niet. Eh bien, cet Institut Kinsey s'est vu décerner un statut consultatif spécial au Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC. Et la France a voté pour. Alors, je revenais de Croatie où je venais de rencontrer Judith Reisman. Je lui ai dit, regarde la nouvelle qui nous tombe dessus. En 2008, le planning familial international, International Planned Parenthood, a publié une déclaration des droits sexuels, qui a justifié ce petit bouquin, reprise par toutes les agences de l'ONU, toutes les instances européennes et françaises, qui déclare en préambule que, tenez-vous bien, c'est le préambule des droits sexuels, il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Alors, à quel titre? Alors, il y a une réponse à ça, parce que. Pourquoi? Parce que. C'est tout. Il faut, pourquoi? Parce que. Ils en ont décidé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait du plaisir, qui est le moyen d'accéder à la reproduction de la vie. S'il n'y avait pas de plaisir, on ne se reproduirait pas. Le plaisir est indispensable à la vie, mais c'est la vie l'essentiel. C'est la reproduction de la vie qui est le but. Ils ont fait du moyen le but. La raison d'être du rapport sexuel devenue totalement déconnectée de sa fonction reproductrice vitale. Eh bien, le sexe ainsi pratiqué, dans toutes les civilisations connues, en tout cas dans la nôtre, ça s'appelle la luxure, ou la concupiscence. Et c'est ça qui a toujours été dénoncé. C'est pas le plaisir en tant que tel, c'est la luxure, et c'est ça qui est promu. Et ces gens-là n'ont qu'un seul ennemi. Non, ils ont plusieurs ennemis, ils ont la famille, mais ils ont la religion aussi. Ces gens-là ne veulent pas de nous en tant que catholiques ou protestants ou musulmans, parce que les musulmans, ils sont particulièrement remontés contre ces choses-là. Hein. Ça, j'en connais quelques-uns, j'aime autant vous dire qu'ils sont sur le pied de guerre. Eh bien, pour conclure, je vais vous lire ce que un certain William Shakespeare a écrit il y a 400 ans. Le meurtre est aussi proche de la luxure que le feu l'est de la fumée. On ne parle pas d'amour là, on parle de luxure. Gaspiller l'énergie vitale dans un terrain vague de décadence morale, voilà à quoi revient la satisfaction de la concupiscence. Dans son attente, la luxure rend malhonnête, meurtrier, violent, blâmable, sauvage, extrême, grossier, non fiable. Dès que son but est atteint, on la méprise. On la chasse au-delà de la raison et dès qu'on l'a eue, on la déteste au-delà de la raison comme un appât irrésistible mis devant soi à dessein pour prendre le preneur fou. On est fou dans la poursuite du sexe et pendant le sexe aussi. Quand on l'a eu, on en veut encore plus. C'est du bonheur pendant et c'est du chagrin après. Avant une joie anticipée et après rien qu'un rêve. Tout le monde le sait très bien, mais personne ne le sait assez pour éviter le paradis qui conduit les hommes à cet enfer. Bien vu, hein? L'amour est apaisant,
comme le soleil après l'orage. La luxure est le contraire, c'est comme la tempête après le soleil. L'amour est frais et doux comme le printemps. La luxure fait vieillir prématurément, comme un hiver précoce. On ne peut jamais avoir trop d'amour. La luxure est toujours excessive. L'amour est la vérité pure. La luxure est conduite par des mensonges. Je vous remercie. J'ai parlé combien de temps? Oh, j'avais mal calculé. Très bien. Si d'ailleurs, si vous repensez à des choses qui auraient importantes, qui auraient été oubliées, n'hésitez pas. On a un petit jeu de questions ou on ne va pas pouvoir? Si, on a du temps pour les questions. Alors, je voulais vous dire, j'ai le cœur qui bat à tout rompre chaque fois que je... C'est très très éprouvant pour moi. C'est très très éprouvant de dire toutes ces choses. Pas seulement pour le sort de tous ces malheureux enfants, mais parce que je sais que je délaye de la cochonnerie, de la saloperie. Ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas. Et je vous assure que j'ai été beaucoup plus crue avant. J'ai réussi à me modérer. J'employais des mots beaucoup plus crus. Je me retiens. Mais je suis sans cesse prise entre les deux mâchoires d'un truc contradictoire. Il faut dénoncer, mais il ne faut pas trop en dire. Si vous en dites, vous allez choquer. Si vous choquez, vous allez déclencher chez les gens qui vous écoutent un réflexe de défense, donc de fermeture. Donc j'ai pas trouvé la solution. Je passe mon temps à naviguer entre le dire mais pas assez, montrer mais pas trop, etc. C'est épuisant. Et je vous remercie de votre indulgence parce que à chaque fois ça me fait ça. Surtout quand je pense à Judith qui nous a quittés maintenant. Merci. Que là, on est vraiment en face du mal, au sens le plus fort. J'ai pas entendu Vous avez dit? Je disais, quand on vous écoute, on se voit en présence du mal et du malin. C'est le diable. Alors, je voulais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin du micro, je pense que je vais... Judith est d'origine juive. Elle était d'origine juive, elle est à présent décédée. Elle a vécu dans un milieu marxiste, stalinien, jacobin et tout. Elle était une juive communiste pure et dure. Et elle a considéré jusqu'à ce qui lui est arrivé, que la religion était l'opium du peuple. Quand elle a découvert tout ça, elle m'a raconté, et je l'ai bien connue Judith, elle m'a dit « j'ai vu le diable ». Et au même moment, j'ai vu Dieu. Et elle est morte, croyante. Et tous les repas que j'ai pris avec elle, c'était avec bénédicité. Et quand elle nous a quittés, quand elle est venue en France, elle nous a fait bénir des chapelets qu'elle nous a tous distribués. Voilà. Donc elle est morte chrétiennement. Parce qu'elle a vu le diable, elle a vu Dieu. Donc rien n'est perdu. Oui. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, en disant que les musulmans pouvaient être de notre côté. Alors, ils le sont. Moi aussi, quand je me disais ça, sauf qu'en réalité, quand on creuse un peu, il y a un côté schizophrène dans l'islam. Oui, mais ça, quand vous regardez aux deux extrémités du monde musulman, vous savez au Maroc, de tout temps, il y a des bordels avec des petits garçons. Et en Afghanistan, en Pakistan, il y a la tradition horrible du Pacha. Je connais tout ça. Ensuite, il y a la petite Aïcha. Saint Mahomet. Alors attendez. Je voudrais pas qu'on. Attendez. J'ai compris. Si vous écoutez le cher Imran Hussein, il dit, et on peut dire la même chose des rois de France, la consommation s'est faite à la puberté et pas avant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas là pour disputer des origines de l'islam, du bien fondé de l'islam. Je vous dis simplement que nous avons en France plusieurs millions de musulmans. Sur ce combat-là, ils seront avec nous. Ou ils seront contre nous. Ça sera à nous de voir. Sur ce combat-là, ils seront avec nous. J'ai participé à toutes les manifs pour tous. Toutes. Je les ai toutes faites. Et un jour, j'avais rendez-vous avec ce qu'on appelle des musulmans patriotes. Ils m'ont téléphoné, c'est l'avantage du truc, en disant on est bloqué sur l'autoroute par la police qui nous empêche d'entrer. C'est-à-dire qu'on a intérêt à ce que la jonction ne se fasse pas. Mais elle se fera quand même. Voilà. Alors, je suis chrétienne, catholique, je n'ai pas l'intention de défendre l'islam en tant que tel. Je vous dis simplement, nous avons plusieurs millions de musulmans chez nous, ça se fera avec eux, ou ils le font sans nous. Mais ils le font. Et je parle des vrais, je ne parle pas des woke, machin, je ne parle pas des récupérés, je ne parle pas des cinglés, je ne parle pas des drogués. Et j'en connais quelques-uns. Alors, je ne veux pas discuter de l'islam ici, ce n'est pas mon sujet. Je vous parle des musulmans de chez nous.
C'est pas la même chose. Après, si vous voulez discuter théologie avec eux, allez-y. Voilà. Mais la pédophilie dans toutes les religions du monde, c'est une horreur. Non, les 3 religions monothéistes, c'est une horreur. Le Talmud, c'est autre chose, c'est encore une dérive. C'est encore une dérive. Je j'attire votre attention sur 2 versets de l'Évangile, qui ne sont pas du même Évangile. Enfin, l'un très connu dit « Qui n'est pas avec moi et contre moi ». Ça, c'est le plus connu. Il y en a un autre, moins connu, mais plus important pour nous, qui est « Qui n'est pas contre vous et pour vous ». C'est-à-dire que les musulmans dont vous parlez, qui ne sont... Enfin, qui forcément ont à la manif pour tous, etc., donc d'une certaine façon, ils ne sont pas contre vous, et donc ils peuvent être pour nous. Donc on a parfaitement le droit, d'un point de vue évangélique, de considérer que l'homme normal, parce que évidemment, le problème c'est que ce sont des anormaux qui arrivent. Mais bien sûr. Mais l'homme normal, c'est l'homme de bonne volonté, et la lumière est venue dans le monde pour tout homme. Et donc, nous avons la possibilité de nous allier avec des hommes de bonne volonté de toute nature. Juste une confirmation, en passant par les maths, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Oui, ça plus, moins, oui. C'est une néotechnique pour rappeler les identités. J'ai une expérience personnelle dans mon métier actuel. Une famille de musulmans qui a retiré ses enfants de l'éducation sexuelle sans dommage. Et comment a-t-elle fait? C'est un moment qui m'a téléphoné il y a 1 an et demi, maintenant, 18 mois, oui, pour me dire comment elle avait fait. Elle est simplement allée voir la directrice qui la menaçait de plein de choses, comme ce que j'ai annoncé. Tout à l'heure avec cette famille américaine, allemande, pardon. Et elle a sorti le bouquin, elle a dit, ça, si vous voulez, je le diffuse dans les banlieues. Le bouquin d'éducation sexuelle, que vous interdisez les enfants de sortir de l'école, moi je le mets dans l'immeuble. Ça vous va? Alors là. C'est du A1, ce que j'appelle bravo. Du A1, c'est-à-dire c'est une source fiable avec un vérifié. Bravo. Donc, le simple fait de faire savoir. Pour nos ennemis, terrorisant pour nos ennemis, de savoir qu'ils pourraient se retourner contre. Donc, il y a 2 informations dans ce que je viens de vous dire. Le bouquin n'a pas le droit de le sortir du corps. Et 2, si on le diffuse, ça va faire chaud dans les banlieues. Et puis, ce que vous disiez sur, sur l'hôpital général, je ne sais pas s'il y a des juristes ici, enfin j'en sais rien, puis ça. Quelle est la plante la plus sûre pour un pédophile? La justice. C'est tourner le magistrat de justice. C'est la justice et les services sociaux. Voilà. Et les services sociaux. Il y a quelques dossiers, quelques qui circulent, qui terrorisent. Dans les emplacements, dans les familles de placement. C'est tout. Oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter à cette excellente information. Non, c'est extraordinaire de savoir. Si on leur dit, voilà, si vous me faites la moindre embrouille, je fais savoir partout ce que vous faites à l'extérieur. Je ne vais pas savoir à l'extérieur ce que vous faites à l'intérieur, c'est ça qu'il faut faire. Notre seule arme, c'est quoi? C'est la vérité, c'est diffuser la vérité. Je ne fais rien d'autre. Je ne fais rien d'autre. Je ne suis pas dans des instances de lutte, de machin, de trucs. Moi, je fais de l'information pour que l'information circule, et je vous assure qu'elle circule. Alors, pour revenir à des groupements musulmans, moi, je ne les connais pas. J'habite à la campagne, c'est complètement franco-français par chez moi. Je reçois des messages de solidarité, d'admiration et d'amour de jeunes musulmans qui me disent... au début, on a été... Alors, j'ai notamment... vous pouvez retrouver ça sur la toile, j'ai fait quelques interventions avec un groupe de jeunes musulmans qui m'ont dit nous, on était avec Mélenchon quand même, parce que le regroupement familial, et puis les droits de ceci, on avait le droit. Puis un jour, on nous a dit, on va marier les PD. On a dit quoi? Comment tu dis? Oui, c'est... Ah bah non. Non. Comment... Non, c'est tout. Non, au revoir. Non, définitif. Niet. C'est non.
On ne discute plus. Et là, ils ont cherché ailleurs et ils trouvent des gens comme moi. Soyez ouverts. De toute façon, ils sont là. On fera avec eux. Dans les écoles françaises, est-ce que ça se passe à ce point-là au niveau des droits Les droits sexuels. Écoutez, comment le savoir ? Comment le savoir? Ce que je sais, c'est que régulièrement, vous avez des autorités qui disent il est absolument indispensable. Le pape Ndiaye, là, il l'a redit là, il y a 2 mois. Il faut se souvenir que l'éducation à la sexualité, c'est obligatoire, c'est important. Ils leur disent tout le temps. Pourquoi ils leur disent tout le temps? Parce que 1, c'est toujours vrai, et 2, c'est pas appliqué. Mais parce que les gens sont des... Enfin, vous avez des directeurs d'école qui tombent des nues, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour savoir ce qui s'y passe et pour se mettre avec nous, les gens qu'on considère a priori comme n'étant pas avec nous, c'est-à-dire la plupart des profs wokistes, etc., ils ont des gosses aussi, ils vont finir par comprendre. Il y a un travail, j'allais dire, d'apostolat de la vérité qui est absolument important à faire. Les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires à l'école, et si on est obligé, je me répète, de revenir régulièrement sur l'obligation de le faire, c'est qu'il y a énormément de résistance. Mais l'obligation existe. Et on peut retirer des enfants à des parents qui refusent. Alors, voilà, il faut aller voir les profs, il faut aller voir... Alors, ah ben non, dans mon école, c'est pas encore arrivé. Bon ben d'accord, mais vous avez lu les circulaires? Attendez, je donne toutes les références là-dedans, tout est sourcé là-dedans. Et c'est pas vrai peut-être? Allons donc, prouvez-moi le contraire. Alors, en ce qui concerne les enlèvements d'enfants, il y a un livre qui vient de paraître, dont l'auteur s'appelle Henri Volney, et qui raconte comment, en France, il lui est arrivé ce que vous avez dit à propos des Russes. Donc c'est arrivé il y a 5 ans à peu près. Il dit qu'il a mis 5 ans d'ailleurs pour faire son livre, parce comme vous, il a voulu se documenter pour comprendre ce qui lui était arrivé. Ce qui lui était arrivé, c'est tout simplement, donc lui c'était un ingénieur commercial, il a menacé son fils de 3 ans et demi, un jour, de lui donner une fessée. Et avec la ceinture. Le lendemain à l'école, dans le cadre le fils, disons l'information, est montée jusqu'à l'institutrice. Ah ben voilà, alors il avait 4 fils, il avait tout à fait une vie tout à fait confortable. Ces 4 enfants lui ont été enlevés, placés, et il a mis 4 ans de lutte constante pour réussir à les récupérer. L'un avait déjà 16 ans pour le placement, donc a été mis en... Alors, en général, ils ont été placés dans une famille. Celui qui avait 16 ans a été... alors, il a pu récupérer un droit de visite, mais très très limité et avec présence d'une... Sous surveillance, droit de visite sous surveillance. Ouais. Donc il a la possibilité de parler personnellement avec les enfants. Et ça a été... Alors ces enfants qui avaient sur le plan scolaire, ça marchait très bien. Ils ont tous évidemment eu des sombrés, oui. L'enfant de 3 ans et demi n'a jamais, en plus, été très très proche de son frère aîné. Ils étaient tous les deux ensemble. Alors, on les a séparés. L'enfant est devenu dépendant. Enfin, on a été obligé, pour le calmer, évidemment, il pleurait, de lui donner des calmants. Des calmants. Et alors ça, c'est la France, c'est que normalement, les calmants, alors, ils donnent le nom des médicaments. On peut les prendre à une certaine dose et un certain temps, mais pas n'importe comment. Cet enfant avait des doses, alors a eu des médicaments de façon continue, en dehors et sans prescription médicale. C'est-à-dire que la conseillère sociale, c'est l'ASE, la surveillance, comment l'ASE. Oui, l'ASE. Aide sociale à l'enfance. C'est une organisation gigantesque, et alors il parle beaucoup du rôle des associations. Absolument. Absolument. Alors, qui organisent le placement des enfants, qui sont grassement financés par le gouvernement, qui arrivent à faire, alors là c'est absolument aberrant, évidemment quand l'enfant est majeur, il sort du système. Mais on a des enfants entre 15 ans et 18 ans, que l'association qui touche, elle, 1 500 € par mois pour
pour les recevoir, les met dans des hôtels. Alors là, ces enfants-là placés, ils touchent 75 € par jour. Ils versent 75 € par jour à des hôtels miteux. Donc l'enfant est complètement livré à lui-même. Alors, tous les risques que je vous laisse imaginer, hein, et des filles comme des garçons. Donc l'enfant est indépendant, il est dans un hôtel, il est nourri, logé, il va à l'école, s'il a envie d'aller à l'école. Et l'association, elle, touche 200 € par jour. Bon. Les familles, il y a beaucoup de données statistiques, et il dit que pour lui, il y a actuellement en France plus de 200 000 enfants qui ont été injustement enlevés à leur famille, qui seraient beaucoup mieux dans une famille, parce qu'il suffit d'une dispute entre les époux pour justifier le danger pour l'enfant et donc la nécessité de placer. Donc, je n'ai plus ou une mise au chômage. Le titre de ce livre, mais c'est très intéressant parce que c'est très factuel. Alors, il y a son histoire personnelle, la façon dont il a finalement réussi à récupérer ses enfants, mais ça a été très long. Et on découvre beaucoup de choses. Voilà, donc Henri Volney. V-O-L-N-E-Y. Il est sorti, le livre récent, il est sorti le mois dernier. Et quand j'ai commencé à faire mon étude sur la chose, c'était en Suède, en Angleterre et en Allemagne qu'on enlevait les enfants pauvres, et maintenant c'est en France. Et je disais bientôt en France, et ça y est, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Maintenant, effectivement... Alors, ça date de quand, cette histoire? C'est l'histoire à 5 ans. L'histoire à 5 ans, c'est ça, ça correspond. C'est venu du Nord. C'est venu de la Suède, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une épouvante. C'est une épouvante. Vous avez des travailleurs sociaux qui sont dans les salles d'accouchement et qui regardent le curriculum de la mère, et si elle n'a pas les moyens financiers, on lui retire le gosse. Vous avez des jeunes femmes qui viennent accoucher en France. Vous avez des bateaux qui passent la Manche avec des jeunes filles enceintes jusqu'à là qui viennent accoucher en France pour pas qu'on leur vole leur bébé. Pour le bien du bébé. Attendez, pour le bien du bébé. On est d'accord? Venons-vous de l'Angleterre? L'Angleterre, oui. Oui. Est-ce que vous avez une notion aussi du nombre d'enfants qui disparaissent? Non, alors je n'ai pas de chiffres. Aux États-Unis, il paraît qu'il y a 400 000 enfants qui disparaissent chaque année. Ce que je sais, c'est qu'on dit en France, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est-à-dire il y a une petite trentaine d'années, on disait il y a X dizaines de milliers, on disait il y a X dizaines de milliers ou X milliers d'enfants qui disparaissent, mais on en retrouve les 3/4. La question se pose quand même pour le dernier quart, qu'est-ce que vous en faites? Vous le passez par pertes et profits? Apparemment, j'ai entendu là récemment 40 000 enfants annuels en France annuels, sans avoir cette source plus précise, mais bon. Alors, les enfants qui disparaissent, vous avez les enfants qui fuguent prétendument. Alors il y a des enfants qui fuguent puis qu'on retrouve, des enfants dont on prétend qu'ils fuguent et qu'en fait on a enlevé. Mais vous avez beaucoup, et ça il faut en prendre conscience, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de l'étendue du spectre, on ne pourra pas se battre contre. Les migrants se font voler leurs gosses à tire-larigot. À tire-larigot. Cessons de considérer ces gens en eux-mêmes comme nos ennemis. Leur situation nous est hostile et défavorable, et je suis tout à fait d'accord pour que, etc., etc. Ne nous en prenons pas à eux, ils sont également victimes. On leur vole leurs gosses. D'autre part, dans les familles françaises musulmanes, c'est à tire-larigot également. Tant qu'on n'a pas compris l'étendue de ça, on ne saura pas comment lutter contre. C'est tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le... Tout le monde. Effectivement, pour les enfants, j'avais aussi ce chiffre, mais depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs eu un camarade de collège qui avait, je pense, 13 ans, qui habite à Reims, dans un très bon collège de Reims, qui a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. C'était évidemment, c'était pas un fugueur, il n'y avait absolument aucune raison. C'est un enfant qui a été relevé et on n'a absolument jamais retrouvé. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai j'avais même en mémoire le chiffre de 50 000. Alors la police en retrouve un certain nombre, mais non, les disparitions d'enfants sont un phénomène important.
Ah, Bonjour Marion. J'ai entendu parler d'une tendance à la pédophilie de Louis XV. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? ah oui, alors là, volontairement, j'ai étudié le sujet. Est-ce que je pourrais avoir la question du monsieur qui est juste devant? Je vais essayer de répondre aux deux. Monsieur à la moustache, comment vous appelez? De toute façon, ça sera les dernières questions parce que nous devons passer à la conférence sur. D'accord. La question, c'est pour répondre à la dame qui demandait si, dans nos écoles, ça se passait comme ça. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, d'une manière très légale, qui ça a choqué le passage, l'extension de l'âge scolaire de 3 à 18 ans? Personne. Pourquoi? Parce que 97% des familles françaises, des enfants entre 3 et 6 ans, étaient déjà pseudo-scolarisés, mais ça n'a choqué personne. Et pourtant, c'est obligatoire. J'ai encore un moment qui m'a téléphoné il y a 6 mois pour me dire, j'ai eu un conseiller pédagogique qui m'a dit, Inès Nassau au téléphone, mais madame, votre enfant appartient à l'État. Bon. Danton. Danton, ouais, bravo. Alors pour répondre sur Louis XV, alors ça c'est mon sujet quand même, parce que c'est ce que j'ai découvert. Je me suis posé la question, c'est comme ça que je suis venu à l'histoire, je vais vous raconter tout le déroulé de la chose. J'ai pris conscience, c'était dans le courant des années 90, qu'il y avait un fait divers historique absolument inexpliqué, c'était l'attentat contre Louis XV. Il y a eu un attentat contre Louis XV en 1757, un domestique inconnu, enfin un domestique de n'importe qui l'a planté un couteau dans le dos. Et il a été supplicié de la façon la plus abominable qui soit, enfin c'est un déchaînement de sadisme et d'atrocité. Et alors que Damien intéresse le public en général pour l'atrocité de son supplice, moi je me suis interrogé, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un inconnu, parce qu'il travaillait, il était domestique dans le milieu judiciaire, il ne pouvait rien ignorer de ce qu'il encourait en faisant une chose pareille. C'est-à-dire que ce type a risqué sa peau de la façon la plus désespérée possible en enfonçant la lame d'un couteau dans le dos du roi. Il n'avait aucune chance de s'en tirer et il le savait. Pourquoi fait-il ça? Moi, dans ma petite tête, j'ai dit qu'est-ce qui peut pousser Peut-être qu'il avait des enfants, ce type-là. Est-ce que je sais pas. Et alors, en lisant les histoires d'amour de l'histoire de France, qui est quand même un truc graveleur, enfin c'est bon. Sauf que c'est bien renseigné quand même. C'est bien renseigné, mais c'est pas un bon livre. Hein, mais bon. Moi j'avais ça sous la main parce que je l'avais dans la bibliothèque, je l'avais dans ma bibliothèque et j'ai lu que l'historien qui raconte que Damien, alors il se régale à raconter l'état de son supplice, c'est insoutenable, c'est juste insoutenable. Il dit mais le roi il aimait bien les petites filles, etc. J'ai dit alors attendez, il y a le roi qui aime bien les petites filles puis il prend un coup de couteau dans le dos. Attendez, il y a peut-être un rapport. Bon. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire comme ça, je suis allé à la Bibliothèque nationale et j'ai passé une journée entière à éplucher tout ce qui avait trait au procès Damien. Et j'ai appris en travaillant pendant cette journée que Damien avait une fille et que sa fille avait été enlevée par les policiers. Et je savais qu'à cette époque-là, en 1750, c'est-à-dire 7 ans avant l'attentat, il y avait eu des émeutes à Paris parce que la police enlevait des enfants qui traînaient et que les parents ont fait une chasse aux flics. Il y a eu des émeutes, j'ai appelé ça la marche rouge, j'ai fait un livre là-dessus. La marche rouge en référence à la marche blanche avec des petits drapeaux blancs, là-bas c'était avec les chemises sanguinolentes des enleveurs d'enfants qu'ils avaient écharpés sur le pavé. Donc il y a eu une marche rouge parce que la police enlève des enfants indûment, le roi couche avec des petites filles parce que comment il s'appelle, Breton, il raconte le roi il aimait bien les petites filles et puis la marquise elle lui mettait les petites filles dans son lit, etc. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de toute façon vrai ou pas vrai? Si ça se dit, ça justifie qu'on aille regarder de ce côté-là. Donc je suis allé fouiller, j'ai appris que Damien avait effectivement sa fille qui avait été enlevée en 1750. Je me suis lancé dans le procès Damien, j'ai épluché absolument tous les témoignages. Effectivement, la fille de Damien avait été enlevée en 1750. Elle lui a été rendue, mais parce qu'il y a eu des émeutes absolument sanglantes et qu'il a récupéré sa fille. C'est pas dans les détails du procès, mais je veux dire, par déduction, par conclusion, enfin en creux, on arrive à retrouver toute la vérité. Et je suis arrivé effectivement à cette information qu'il y avait des gens qui mettaient les petites filles dans le lit du roi. Donc je me suis imaginé qu'on enlevait des enfants dans les rues pour les mettre dans les lits du roi. C'est une aberration. Vous pensez bien que le roi, il avait, dans l'entourage du roi, on avait les moyens de ne pas passer par la rue. C'est évident. Donc il y a eu plusieurs auteurs qui se sont penchés sur le sujet. Notamment un certain, je crois que c'est Camille Pascal, si c'est une bêtise, il faudra la rectifier avant de mettre en ligne, qui a compris que
la marquise de Pompadour, qui était la maîtresse du roi, quand le roi lui était infidèle, il l'avait infecté parce qu'il couchait absolument avec tout le monde. Il y avait des gens qui chassaient pour le roi et qui lui remplissaient le lit. Bon, donc il était rigoureusement infidèle, il avait attrapé une sale maladie qu'il avait donnée à la marquise, et le médecin de la marquise lui avait interdit d'opérer. Donc elle a dit, bon, ben, c'est moi maintenant qui vais me charger de la suite. Et la suite, c'est quoi? Ben, c'est mettre des filles les plus jeunes possibles dans son lit pour qu'ils ne s'attachent pas. Ben, il s'est attaché quand même, parce que c'était un grand benet de ce point de vue-là. C'était pas un grand benet comme roi, il a fait certainement, c'était pas n'importe qui, mais sur le plan sensuel, c'était vraiment quelqu'un de pas fiable. Pas fiable. Donc la marquise lui a mis des gamines dans son lit, il a couché avec des petites filles, ça s'appelle de la pédophilie. D'accord? Alors il y a des gradations dans l'atrocité. Vous avez des gens qui chassent les enfants, qui les chassent pour les détruire. Il n'était pas comme ça, il chassait pas, mais il couchait avec des filles qui n'avaient pas l'âge. Et le grand truc qui consiste à dire, oui, mais à l'époque, les filles, elles étaient beaucoup plus matures qu'aujourd'hui, c'est juste l'inverse. L'inverse. À l'époque, on le sait, parce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur la chose, les filles avaient leurs premières règles à 15 ans révolues. Donc une fille de 12 ans, ça serait l'équivalent d'une de 8. D'accord? Donc le roi Louis XV était dans des réseaux qui lui mettaient des gamines hors d'âge dans le lit. Donc il était tenu, comme ça s'explique, toutes ces reculades par rapport au Parlement, tout s'explique. Tout s'explique. Et quand il a eu l'attentat de Damiens, il a demandé 3 fois son confesseur, il a reçu 3 fois l'extrême onction, et il a tout de suite donné des ordres pour qu'on évacue les 2 petites qui étaient dans la... Vous les renvoyez chez elles. Là. Tout ça, ça s'est su. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les historiens républicains ont complètement passé sous silence tout ça. Il faut que j'arrive, moi, par derrière pour ressortir ça. Les républicains les plus anti-royalistes, ils ont sauté sur l'information. Ils ont sauté par-dessus. À votre avis, pourquoi? Parce que ça continue, parce ça n'a jamais été dénoncé. Ce que je vous raconte là, ça existe depuis des siècles et des siècles et des siècles, on le sait, ça n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que ceux qui détiennent l'information et la divulgation de l'information et l'université ne veulent pas que ça se sache. Ça se sait quand même. Voilà, tant pis pour eux. Donc Louis XV, oui, absolument. Absolument. Merci Marie pour cette conférence importante, je pense qu'il a dû marquer les esprits. Et dans les jeunes esprits qui sont dans cette salle, un m'a fait la remarque hier soir, c'est un petit peu désespérant ce qu'on entend, enfin, mais je pense que nous sommes effectivement sous la coupe du mauvais. Oui. Par contre, justement, il faut faire la vérité, parce que c'est la vérité qui en est. Donc, effectivement, genre de conférence est difficile à faire pour l'orateur, difficile aussi à entendre parce que c'est des choses qu'on en général met pas dans la rue, mais il est important de faire la vérité et c'est tout à fait le rôle que nous essayons d'avoir au CEP. Alors moi je suis très optimiste sur ce qui est en train de se dérouler. Tout est en train de sortir. C'est au bord de l'explosion, ça va péter. C'est en cours. Je ne connais pas la longueur de la mèche, c'est simplement que... Oui. Justement, une question. Vous êtes peut-être au courant de cette actrice américaine qui a été enlevée par une ambulance et on voit la vidéo, en fait elle n'est pas morte alors qu'elle était déclarée morte. Et en fait, elle avait joué dans un film où elle dénonçait c'est très récent. Non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu passer ça. C'est l'affaire en cours. Et elle dénonce dans ce film les rituels sataniques aux États-Unis. C'est très récent. Hein. Donc, c'est en cours. Tout est en train de sortir. Monsieur, vous avez vu cette vidéo? Elle est impressionnante. Hein, parce qu'elle est déclarée morte. Et on voit les ambulanciers qui l'emmènent sur un brancard. Et en fait, tout à coup, elle sort, elle essaie de s'évader. Les ambulanciers arrivent et ils la remettent de force dans le brancard. Et elle est déclarée morte maintenant, elle est morte. Ouais. Et donc cette vidéo a été tournée en boucle il y a quelques semaines, c'est très récent. Vous n'êtes pas au courant donc? Non, je suis pas au courant, je peux pas être au courant de tout tellement ça fuse partout en même temps. Oui. Les médias en ont beaucoup parlé ces dernières semaines. Vous voyez. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vladimir Poutine est au courant de tout ça dans les détails. Hein.